Donc, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et donner la parole à nos intervenants. Renan Le Cordil. Le Cordillier. Très bien, je savais que j'allais écorcher le nom. Il n'y a pas de mal. Et Xavier Jaffray. En duo, nous on est ravis aussi que ce projet puisse être présenté. Je pense que c'est presque une première, ça fait des mois qu'on vous suit avec attention et on est ravis que vous puissiez prendre ce temps avec nous pour échanger. Vous êtes un certain nombre dans la salle venus pour en savoir plus sur ce projet et je vous invite à rester, je le dis tout de suite, dans la deuxième partie, parce que c'est un petit bijou qui va vous être présenté en deuxième partie, un projet, c'est mon coup de cœur de l'année. Hein, je peux le dire comme ça, on a le droit de... Donc c'est aussi pour vous motiver à rester, mais c'est vrai, c'est un vrai coup de cœur. Donc je vais vous donner le micro. Ouais, okay. Vous voulez vous installer, vous voulez rester debout? En fait, je vais vous donner cet espace-là, ça vous va? Oui, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais faire les présentations. Donc, Xavier Jaffray, qui est le président... D'accord, c'est ça. Bon. Xavier Jaffray, du coup, qui est le président de la société L'Eco 2, du coup, avec qui on travaille notamment sur ce projet. Et donc, moi, je suis Le Cordillier Renan, donc je suis le responsable de la maîtrise d'ouvrage sur le territoire de la Vendée, pour Podelia. Ah oui, d'accord. Alors, les papiers, le micro, oui, on va mettre les papiers là. Donc pour vous présenter le projet et le contexte, Abiflex, le dossier de Chambéry, c'est le premier dossier de logement modulaire déplaçable qui est porté par Podelia. Donc pour vous donner un petit peu le contexte, ça part à l'origine d'une réflexion et d'une demande plutôt de la région, à différents acteurs, de réfléchir ensemble pour trouver des solutions pour booster en fait l'emploi en Vendée, du fait du constat que il y avait un problème, un lien entre l'emploi et le logement en Vendée. Il y avait des demandes d'emploi, mais les salariés n'arrivaient pas à trouver de logement à proximité de leur travail. Donc on fait partie du groupe de réflexion avec notamment l'EPF et d'autres. Au même moment, on avait un projet sur le 44 à Saint-Hilaire-de-Clisson avec du coup la société L'Eco de logement en hors-site, qui était par contre pérenne, qui était amené à être définitivement sur le terrain. Mais dans le cadre de cette opération-là, il y a un module qui à un moment avait été posé, puis déplacé pour être présenté en fait. C'était, je ne sais plus à quelle occasion, c'était une... il y en avait pour Batimat. Batimat, voilà, c'était pour Batimat. Donc on a vu ce module posé, repartir pour être présenté à Batimat et revenir ensuite sur le terrain. Et du coup, l'idée, ça a été effectivement de mettre en application ces logements déplaçables sur le site de Chambéry, qui était un site sur lequel la mairie avait un terrain sur lequel il y avait ce projet-là, mais qui, pour le coup, était un projet qui n'avait pas vocation à être à demeure. Donc pour présenter le projet, on est sur 20 logements locatifs sociaux de typologie type 3. Avec une trentaine de stationnements. On est du coup sur des modules qui sont réalisés en atelier. C'est un modèle 3D. Du coup, les modules arrivent sur site. On a en gros 2 modules qui font ce logement de type 3. On développera un petit peu plus après les aspects techniques. Voilà, donc pour vous présenter l'opération, Podelia était maître d'œuvre de l'opération, maître d'ouvrage pardon de l'opération. La maîtrise d'œuvre était assurée par du coup Smart Architecture et donc le concepteur et fabricant de modules, L'Eco 2. Donc c'est un projet avec des logements qui sont tous de la même typologie. Vous voyez une surface habitable identique pour tous, le type 3. Le type 3 pourquoi? Parce que c'est un petit peu le cœur de nos logements. C'est un petit peu
c'est la typologie dont on est sûr qu'elle trouvera en fait satisfaction. Et puis ça permettait également d'offrir à la fois une surface qui est confortable pour une famille avec un enfant, mais également qui permet la colocation. Donc on était parti sur ce projet, sur la volonté d'avoir en fait une seule typologie pour faciliter également la fabrication des modules. Voilà, donc le coût de l'opération, vous l'avez, 2 400 000 € sur la phase 1. Donc sur le détail, donc on est sur une première phase d'implantation des modules sur le site pour une durée de 7 ans. Et à l'issue de ce délai, les modules sont déplacés et repositionnés sur d'autres terrains. Du coup, soit l'ensemble des modules, soit du coup on met les modules sur différents terrains et on remet le terrain en l'état. C'est ce qui a été négocié, c'est-à-dire que à l'issue des 7 ans, et les modules, et la voirie, et les réseaux sont déplacés. Voilà. Donc le terrain revient à l'origine. Je vais te laisser peut-être quelques aspects techniques, Xavier, sur les modules. Alors sur la partie technique, donc les modules sont des modules 3D, donc ils sortent de l'atelier. Avec électricité, plomberie, peinture, sol, et voilà. L'ensemble du module est équipé. Ce qu'on a, c'est uniquement un élément de raccordement entre les deux modules sur site. Et la spécificité de la techno, elle réside dans la rigidité du module. Aujourd'hui, pour faire du second œuvre en atelier, il faut que, pour faire de la peinture, des bandes, etc., il faut que le module ne se déforme pas. Donc vous le voyez rapidement ici. En fait, on n'est pas sur des systèmes de panneaux assemblés. On est sur une structure de bateau, un peu simple. Donc ça c'est un élément bois, un U, qui permet de reprendre des éléments de torsion sur le module et qui donne sa rigidité et qui nous permet en tout cas de faire des très grands modules, puisqu'on en a fait jusqu'à 18-20 mètres de long. Voilà, pour tout vous dire, c'est le deuxième projet de déplaçable que je présente à Nova Build. Absolument. Puisque le premier, vous avez pu visiter l'usine que j'avais faite à Clisson pour la réalisation d'un collège déplaçable à l'époque. Voilà, donc à 8 ans d'intervalle, vous aurez vu la première usine et maintenant l'usine pérenne qui se retrouve, enfin une des usines pérennes qui se retrouve en Loire-Atlantique à côté d'Ancenis. Voilà, donc sur l'aspect technique, 100% bois, plancher bois, mur bois. Voilà, on est totalement en bois, ce qui explique aussi sur l'aspect biosourcé, parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Sans rentrer dans le détail, effectivement, on explose les chronos. Je crois qu'on a eu une fois et demie le plafond d'excellence du BBCR. Donc notre sujet, c'est pas de savoir si on sera conforme ou pas conforme. Je dis à nos clients, au contraire, soyez plus ambitieux. Allez-y. Voilà, mais c'est inhérent au système. Et le choix du bois, c'est pas un choix au-delà de l'aspect décarboné, parce qu'il y a 8 ans, on va dire que le marché n'était pas aussi sensible que maintenant sur l'aspect décarbonation. Le sujet, c'est le poids du matériau, sa facilité à transformer et à trouver des acteurs de transformation en circuit court près des usines. Voilà, le choix il s'est fait principalement là-dessus. Bon, on déroule, parce que moi je vais dérouler. Tiens, je vais reprendre les micros. Merci. Alors sur les aspects qualité de vie, voilà, donc on voit une photo, donc ça c'est une photo en haut à gauche qui a été prise il y a un mois. Dans le logement témoin qui avait été mis en place sur Chambéry. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur des logements qui sont temporaires, mais qui sont de la même qualité qu'une maison traditionnelle à l'intérieur. On a une cuisine ouverte, une pièce de vie de 30 mètres carrés, donc toujours en mettre en relation avec du coup la typologie T3 du logement. On est sur des logements qui sont de plein pied, accessibles, avec une terrasse. On est sur un système de pompe à chaleur pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Voilà. On est positionné sur un terrain qui est juste en entrée de ville, de la ville de Chambéry. Donc on a des stationnements aériens qui sont répartis dans la parcelle pour les logements. On a 30 stationnements pour 20 logements, donc on est assez confortable là-dessus. Voilà, donc après on est sur une typologie classique, un petit jardin individuel, la terrasse je vous l'ai dit, la salle de bain avec douche. Donc on est vraiment sur une maison, sur le même confort que celui d'une maison traditionnelle, mais avec du coup un logement qui est déplaçable.
Alors, si je passe sur la partie respect de l'environnement, alors, du coup, il faut voir. Donc, le point occupation provisoire du site et perméabilité du sol. On est sur, du coup, l'avantage d'avoir une construction qui est déplaçable, donc qui n'est pas sur le site de façon définitive, avec également une voirie qui est retirée. C'est-à-dire que finalement, on occupe le terrain que pendant une certaine durée. Quand on repart, le terrain revient à l'origine. On est sur de la filière sèche, sur la fabrication des modules, donc des chantiers à faible nuisance, qu'il faut mettre également en relation avec le système 3D. On est sur du coup de la fabrication en usine du module, donc du coup une maîtrise des coûts énergétiques, une maîtrise des déchets notamment, plus importante, donc une réduction des déchets à la source. On a la partie réemploi des modules entre la phase 1 et la phase 2. Du coup, il faut savoir qu'on a 90% des éléments du module qui sont réemployables. On a également un volet paysager, où du coup on a planté des arbres du coup, sur la parcelle de Chambéry, sur les périphéries, notamment vis-à-vis des riverains. On a du coup le niveau énergétique, bâtiment biosourcé, niveau E+C- en E3C2. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter là-dessus, Xavier? Non, c'est déjà bien. Voilà. Bon, la pompe à chaleur, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui aucun recours au gaz. Donc on est totalement dans la réglementation énergétique. Sur la performance énergétique, je vais peut-être du coup te laisser la main sur cette partie-là. Ouais. Donc, au-delà de l'aspect performantiel technique, le sujet, et c'est le travail qu'on fait avec le bailleur, c'est quel est le reste à charge du locataire. Aujourd'hui, c'est le vrai sujet de la solvabilité, puisque là, on s'adresse à des populations qui sont en transition d'emploi. Donc, c'est vraiment pour aller chercher, pour aller arriver sur de la précarité de logement. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont candidats, c'est des gens qui vivent en camping, voilà, donc le sujet, c'est d'avoir un logement très performant. On l'a vu nous, dans les demandes de location qui ont été faites. Il y a des gens qui disent c'est super, c'est top, moi ça me consomme moins que mon logement actuel. Oui, sauf que ça s'adresse à une population particulière qui sont les entrants travailleurs dans le territoire. Performance économique, c'est ça? Ouais. C'est sur notamment la partie. Alors, dans ton, ouais. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, nous la charge qu'on a sur cette phase 1, c'est effectivement la conception, la construction, et la gestion pendant les périodes de 7 ans, hein, enfin la gestion de montant, pas la gestion, en tout cas on est en MGP, marché global de performance, et l'élément qui a été évoqué tout à l'heure, le réemploi, c'est-à-dire qu'en gros comment je remets le terrain à nu. Tout à l'heure j'ai vu des visages, vous avez vu des grosses fondations avec des longueries, vous avez dit ça va jamais être mis à nu, vous inquiétez pas, c'était pas les photos du projet. Il faut savoir qu'on est soumis aux mêmes réglementations de construction classique, c'est-à-dire que même si on est en permis précaire, enfin, c'est même pas le cas, on est en permis définitif, j'ai un bureau de contrôle, donc je ne peux pas aller faire n'importe quoi sur ces fondations. Donc aujourd'hui, nous on est en plomb-béton, d'accord? Donc effectivement, on a des plombs-béton qui sortiraient, concassés, on parlait de la voirie tout à l'heure, effectivement la voirie, on a intégré dans notre coût le retrait de la voirie et le retraitement de la voirie, avec le circuit de recyclage. Donc c'est bien toute cette chaîne de valeur. Qu'il faut bien intégrer et qui doit rencontrer une réalité économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a évoqué tout le niveau performantiel qu'on peut avoir sur les choix techniques. On peut aller bien plus loin que ça techniquement. Aujourd'hui, c'est ce qui est disponible. La question, il faut que ça rencontre une réalité économique. Aujourd'hui, je peux vous dire, en toute transparence, on a étudié sur ce sujet-là l'effacement des réseaux avec de l'hydrogène. On a essayé on a utilisé ça pour tester plein de sujets d'innovation. Sauf qu'à un moment, cette innovation-là doit bien rencontrer une réalité économique. Parce que l'innovation, c'est pas des choses que je montre en présentation, c'est des trucs qui apportent un service à mes clients. Donc vous avez vu le coût de construction tout à l'heure. D'accord? Mais grosso modo. 2 000 € du mètre carré. En construction. Ouais. Compris conception. Voilà. Et ça, c'est hors. Non, Paris c'est compris. C'est compris? C'est compris, voilà. D'accord. Barbara, on garde les questions pour la fin. C'est compris, voilà. Et il y a des innovations qui ne se voient pas comme ça, notamment sur la gestion des réseaux intra-sites. Aujourd'hui, nous, le bureau d'études VRD, Enedis, a rien fait, n'est pas intervenu sur la distribution du site. C'est bien nous qui avons pris à charge. Et ça, c'est un vrai job de Podélière.
nous, c'est techniquement le mettre en œuvre, mais on voit bien que ça a interrogé plein de... sur la performance économique, ça interroge plein de choix. Des choix techniques, évidemment, mais des choix techniques malins. Donc, temporaire, transitoire, la question, l'autre aspect économique, c'est en gros, est-ce que déplacer une maison et la repositionner quelque part, et est-ce que ça a une réalité économique? Donc, la question, c'est à quoi on le compare? On le compare à je détruis, ou je revends, et je reconstruis à côté. Donc effectivement, dans ce cas-là, ça a une réalité économique, et de toute façon, la réalité économique, elle a un autre volet. C'est que de toute façon, si on n'avait pas fait ça, sur ce lieu-là, sur ce terrain-là, pour ces gens-là, il n'y aurait pas eu de logement du tout. Voilà. La question de fond, la proposition de valeur qui est faite aux élus, c'est de se dire, vous avez deux choix. Vous êtes tous dans la panade parce que vous n'avez pas de logement. Alors très bien, aménagez votre territoire, changez de PLU, etc., etc. Mais on se reverra dans 5 ans. Et aux entreprises, c'est pas entendable de leur dire que dans 5 ans, vous aurez des logements. C'est pas possible. Donc là, l'élément, il est un petit peu différent. Il est de se dire, là, clairement, entre la décision de l'élu, l'appel d'offres public, le dépôt de PC, la construction et la livraison, on parle d'un cycle. Alors, sur le premier, on est un peu plus long que ce cycle-là, mais grosso modo, on va être sur un cycle d'1 an. C'est ça le vrai sujet. Et la question. Ouais. Il vous reste moins de 5 minutes. Ah oui, donc là, ça veut dire qu'il faut que je fasse court. Une dernière chose sur ce point-là. Donc, on est sur des logements avec des loyers de logement social, hein, qui sont du coup qui sont mis en priorité pour des populations, c'est ce qui est indiqué, qui sont parfois pas prioritaires dans le parc social. Les jeunes travailleurs, les alternants, les saisonniers. Donc, on arrive à viser ces populations-là qui ont besoin aussi d'un loyer modéré par le biais du coup d'une association intermédiaire de location qui est pilotée du coup par l'association Escale Ouest, qui nous permet du coup en lien avec les acteurs économiques de la communauté de communes, la CCI, les clubs d'entreprise, etc., de pouvoir justement viser totalement cette population-là pour du coup ces logements-là. Donc ils sont vraiment à disposition des jeunes salariés, des entreprises qui cherchent en fait à faire loger les salariés qu'ils ont pu recruter. Et c'est l'intérêt, pour rejoindre ce que disait Xavier, c'est l'intérêt aussi d'avoir cette construction qui est ramassée, qui est réduite sur ce temps réduit, qui est en fait le temps justement de recrutement des entreprises. On est sur une année et demie. Ça permet justement d'anticiper pour les entreprises des recrutements avec des logements qui seront disponibles au moment où il y aura des recrutements. Et puis ensuite sur une durée qui permet derrière à la ville, aux communautés, de pouvoir se préparer, maturer en fait des projets de pérennes, en fait, de construction. Voilà. Donc sur le management responsable, du coup, pour poursuivre en fait ce fil, du coup, c'est une opération qui a été innovante, qui a été lancée en lien avec du coup Action Logement Service, bien sûr, mais également plusieurs acteurs du territoire, la commune, bien sûr, la communauté de communes, les entreprises, comme je vous le disais, qui ont été du coup qui ont été participants dès le début du projet et que l'on du coup on vient chercher et qui ont un intérêt vraiment à cette opération pour le développement de leur recrutement. Du coup, donc c'est voilà, c'est ce qu'il faut voir, hein, c'est qu'on est vraiment le lien de l'accompagnement vers l'emploi des salariés du secteur économique de la communauté de communes. Voilà. C'était le dernier slide. Il y a normalement une dernière slide où on vous demande. Ah bah vous l'avez enlevé. Ah j'ai pas vu alors. Et donc vous allez y avoir droit, les 3 points forts et puis le petit regret que vous avez sur ce projet-là. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé, hein. Je crois qu'ils ne voulaient pas parler des regrets. Oh non, non, non. Alors, les 3 points forts. Alors, d'abord, c'est l'innovation. Enfin, moi, je dirais l'innovation dans un premier temps. C'est effectivement un projet. C'est le premier projet de logement déplaçable de Podelia. On a déjà eu du coup une autre opération avec l'Eco 2 justement, mais qui étaient des logements pérennes. Donc là, ça a posé d'autres problématiques. Ça a nécessité de se poser d'autres questions. Donc pour moi, le premier point fort, c'est l'innovation. Hein. On est, je pense, les premiers du coup à porter en logement social ce type sur le territoire, en tout cas, ce type de projet. En deuxième point fort, je dirais
le lien direct qu'on a, pour rejoindre ce que je disais il y a quelques minutes, le lien direct qu'on a pu avoir, alors, on a l'habitude d'avoir un lien avec les collectivités sur nos projets en général. Là, du coup, l'intérêt, c'est qu'au-delà du lien direct avec les collectivités, on avait un lien direct avec les acteurs, on avait un lien direct avec les entreprises, avec les acteurs du secteur économique. Du coup, et on avait surtout la possibilité, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cadre du logement social, parce que vous avez forcément les commissions d'accès au logement qui font que vous êtes ouvert au-delà du territoire. Là, l'intérêt, justement, c'est qu'on avait la possibilité d'offrir un service vraiment cousu, main, sur mesure, sur le territoire où on s'implantait. Pour le troisième, je vais te laisser peut-être techniquement, si tu avais quelque chose. Dans les points forts de ce projet, ça a été en tout cas nous, en tant que constructeur modulaire, de tirer bénéfice de cet aspect industriel. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on en tire bénéfice parce qu'on construit en usine, on déplace une fois l'ensemble de la valeur ajoutée. Et là, l'intérêt de redéplacer cette valeur ajoutée une deuxième fois, elle fait sens. Voilà. C'est de maximiser, en tout cas, l'intérêt de cet aspect industriel. Dans les regrets, c'est pas des regrets, dans les points, on en dit c'est la première opération de déplaçable pour Podélia, je peux vous dire que c'est pas que pour Podélia, c'est la première opération de déplaçable pour plein de gens en France et en Europe. Sur ce type du déplaçable éphémère, il y en a plein. Oui. Et donc maintenant, le regret... J'y arrive. Ouais. J'y arrive. Et le regret, enfin, c'est pas le regret, c'est qu'aujourd'hui, cette innovation, elle impose, elle vient se confronter à l'environnement réglementaire, assurantiel. En gros, quel est le statut aujourd'hui, tout le marché, toute la structure de l'immobilier, on assure pour un habitat à une adresse. Alors, c'est quoi l'assurance d'un habitat à 2 adresses? C'est quoi le système comment on va récupérer une décennale sur un déplacement de bâtiment? Donc, le regret, c'est c'est pas forcément un regret, mais c'est en tout cas la difficulté d'aller réinventer. On voit bien qu'en réinventant sur un sujet que technique, on dit tiens c'est malin, on le déplace une fois, on le déplace 2 fois. Bah, je peux vous assurer que le boulot il a été bien plus lourd sur la commande publique, sur l'aspect réglementaire permis, enfin, tout cet environnement-là. Donc le regret, c'est la difficulté à faire bouger. En tout cas, on a dû réinventer pas mal, en tout cas interroger et mettre un peu tout le monde en dehors de leur zone de confort. Oui, je rajouterais. Non, c'est bon. Allez, dernier mot, Je rajouterais puis on va démarrer. pour compléter ce que disait Xavier, effectivement, et notamment sur l'aspect concessionnaire, c'est encore à creuser, parce qu'on a dû beaucoup parlementer, notamment avec Enedis. On se rend compte en fait que le temps aujourd'hui qu'on réduit, qui est condensé en fait avec ce système-là, on a encore des freins. Notamment sur des acteurs avec qui on n'a pas la main mise totalement, donc les concessionnaires notamment, qui ont toujours en fait ce temps un peu plus long, qui s'adapte bien aux constructions traditionnelles, mais dès qu'on doit un petit peu couper, c'est très compliqué. Voilà. Merci beaucoup, on va les applaudir pour ce moment-là. Ça fait le passage d'un moment à un autre. Donc je vais demander à Barbara de poser la première question, la première observation. Et alors, je vous demande un peu d'indulgence. On a un problème technique. Il y a un micro qui fonctionne, donc on va le laisser à nos intervenants. Et donc nous, on va y aller avec notre coffre Voilà. Je vais faire mon naturel possible pour me faire entendre. Si j'avais une question, en fait, c'était par rapport à donc, tout ce projet, quelle est la procédure, parce que vous parliez d'administratif, pour monter ce type de projet, en fait, on est sur quelle démarche? Est-ce qu'il y a une commission qui autorise pour ce terrain d'occupation temporaire? Voilà. Quels sont les acteurs qui sont rentrés en fait dans finalement la possibilité de faire ce type de projet Alors sur la procédure du terrain en lui-même, c'est un loyer en fait, c'est un bail sur la parcelle. Donc ça a été validé par la communauté de communes en commission. Donc sur cette partie-là, on était vraiment juste en lien direct avec la communauté de communes et avec bien sûr derrière la communauté de communes et le PF qui était en accompagnement. Donc, en zonage par exemple, on est sur un terrain quoi? Alors le zonage, alors on est sur un terrain qui était constructible, hein, puisqu'on n'est pas sur un permis précaire, c'est une possibilité dans le cadre de futures opérations, effectivement on a un peu travaillé là-dessus, et c'est une possibilité d'avoir ce type d'opération sur des terrains qui ne sont pas totalement constructibles et sur lesquels on pourrait avoir un permis précaire, mais en l'occurrence sur cette opération de Chambéry, on est sur un permis classique. Donc le terrain était constructible.
je pense que là où on a le plus de doutes, c'est ce qui va se passer dans 7 ans. Oui. Et donc, moi, j'ai envie de vous poser la question à vous, par rapport à Clisson, où théoriquement, c'était un collège déplaçable. La bonne idée du département à l'époque, c'était de se dire que les flux de population faisaient qu'à un moment, on serait amené à mettre un collège ailleurs. Et au moment de la visite, on nous dit, mais on a installé des circulations des fluides de telle façon que de toute façon, on ne pourra jamais le redémonter. Donc, on nous raconte une histoire qui, en fait, n'arrivera jamais. Pour Clisson, c'est une réalité aujourd'hui, il ne sera jamais déplacé. Là, qu'est-ce que vous nous racontez pour nous faire croire que réellement ça va être déplacé? Oui, est-ce Alors, qu'un pour vous projet faire croire, dans 7 ans je vais être bien plus factuel. Non, mais la question c'est dans 7 ans, Non, parce que j'ai vous savez compris. déjà où ils sont. Je peux répondre sur l'aspect réglementaire, si vous voulez, et après sur l'aspect technique. Sur l'aspect vraiment réglementaire, Je suis allé un peu fort. non, mais c'est intéressant de poser les questions qui, entre guillemets, qui fâchent. C'est pour ça qu'on est là. Non, alors sur l'aspect, on va dire, réglementaire, contractuel, on a effectivement un contrat de 7 ans avec, on a une petite possibilité, parce que comme vous imaginez, on ne va pas pouvoir reloger tout le monde sur une durée courte. Donc on s'est assuré une petite soupape de sécurité, de renouvellement du contrat de location du terrain, pour permettre aussi de trouver une porte de sortie, et pour les modules, et surtout pour leurs occupants. Voilà, donc pour nous permettre, sur une vingtaine de logements, d'aller pouvoir reloger tout le monde dans des conditions similaires. Donc voilà, on a cette petite soupape de sécurité-là, mais effectivement, le projet n'est pas prévu pour être pérenne. Après, je nuancerai néanmoins le propos, si la volonté de la mairie, parce que, toujours pareil, on est dans des collectivités, c'est l'intérêt de ces projets-là, c'est que quand on est dans des collectivités qui ne veulent pas s'engager tout de suite dans une occupation de terrain, dans un développement urbain, qui est une vraie prise de risque pour elle. Du coup, c'est l'intérêt de cette opération-là. Après, aujourd'hui, notamment avec les ânes, on ne sait pas où on va. Est-ce qu'on va sans doute d'aller de moins en moins vers le modèle pavillonnaire. Donc, si éventuellement la mairie, à l'issue de ce programme, souhaite réaménager le terrain en totalité ou une partie du terrain, c'est toujours effectivement possible. Mais la volonté du projet n'est absolument pas que les 20 modules, les 20 maisons restent en fait sur le terrain. C'était un terrain agricole à l'origine? Alors là, vous me posez une colle. Alors ça dépend ce que vous dites, ça dépend qu'est-ce que vous entendez par à l'origine. C'est-à-dire que quand on est arrivé sur le projet, non, le site, à ma connaissance, mais en tout cas quand moi je suis arrivé sur le projet, le site était déjà constructible. Je ne sais pas après si la mairie avait anticipé ça quelques années avant. Est-ce qu'il y a eu un diagnostic faune-flore sur place? Faune-flore, non, pas à ma connaissance. Non. Alors, sur cette question-là de réversibilité... Alors, je suis de répondre sur l'aspect technique par rapport au collège de Clisson. Donc la grosse différence avec le collège de Clisson, j'étais que réalisateur, j'étais pas concepteur. Donc effectivement, il y a une grande intention de on déplacera, etc., qui se passera jamais. Voilà. Là, c'est un peu différent, parce que là, je suis sûr que je déplacerai. Et aujourd'hui, la question, c'est pas une option. C'est-à-dire que toute l'ingénierie a été portée pour déplacer. Comment on déconnecte, comment on remet sur des camions, comment on recrute. Tous les éléments de levage des modules sont encore dans les modules. Dans 7 ans, je raccroche, je lève, ça part. Et effectivement, au collège de Clisson, cette question-là n'avait pas été... était plus philosophique que technique. C'est ça. Et c'est important de se poser la question, parce qu'aujourd'hui, il y a une demande juste hallucinante de logements déplaçables. Vous l'avez sur Rennes, on l'a sur Paris, enfin, voilà. La vraie différence entre, on l'a vu avec les caisses des dépôts, on l'a vu avec plein d'initiatives partout. Le vrai sujet, c'est la maturité des initiatives. C'est-à-dire que tout le monde a envie. Nous, on est très sollicités sur ces sujets-là. Je dis, mais techniquement, juridiquement. Et aujourd'hui, on a commencé à peu près entre Podélia, la caisse des dépôts. Enfin, tout le monde a tiré le coup de fusil au même moment. Bon, bah, l'intérêt, nous, c'est de l'avoir fait avec un acteur qui a fait. On est allé au bout, on produit. Pendant ce temps-là, on est en train de faire des protos, de se raconter comment on va monter la foncière, etc. Moi j'avais une question Ouais, vas-y. sur le travail de l'architecte du coup, dans ce projet, parce que je vois que les bâtiments sont mono-orientés, conception bioclimatique, petite pergola, voilà. Donc, Alors, le travail de l'architecte, il a été, alors non, c'était partenaire, c'est des gens
c'est des gens avec qui on bosse tout le temps. Il est orienté sur deux. C'est de la conception-réalisation. Conception-réalisation. Donc l'architecte fait partie de l'équipe de conception. Voilà. Et il intervient jusqu'au permis. Tu permets, Barbara, un peu avant, parce que j'aimerais qu'on parle du dialogue compétitif, comment on y est arrivé, avant d'arriver sur le format. Ouais. Le choix, comment vous avez été choisi pour ce terrain-là par la mairie, et ensuite comment vous avez choisi vos prestataires, l'équipe. Alors, sur le choix de la mairie, il n'y a pas eu de concours vis-à-vis de Podelia. C'est via l'EPF qu'on a été choisi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'EPF. Ah oui, pardon. Établissement public foncier de Vendée, donc qui agit en intermédiaire pour les communes qui souhaitent du coup faire des projets immobiliers sur leur territoire. Voilà. Donc ils agissent en tant qu'intermédiaire, parfois en tant qu'aménageur. Voilà. Du coup, donc non, par rapport à la collectivité, il n'y a pas eu de concours. Par contre, effectivement, pour le choix de l'Eco 2, c'était un avis d'appel public à la concurrence qu'on a lancé, avec du coup donc tous ces critères, et notamment le critère de MPG, MGP, pardon, me voilà qui ai oublié la définition. Marché global de performance, merci. Du coup, avec ce critère de MGP, du coup, et donc c'est l'Eco 2 qui a remporté du coup cette consultation. J'aimerais voir, avant de passer au système, à tout ce qui est intérieur au logement et leur implantation, peut-être qu'on reste sur cette question de la réversibilité, s'il y a des questions dans la salle. Oui, la voirie, Hayden, et après... Est-ce qu'il y a le tout à l'égout, par exemple, et est-ce que ça compte aussi dans l'artificialisation des sols? Est-ce que le projet compte, ou est-ce que c'est... Alors les eaux usées, on a un réseau. Les eaux usées, on vient se remettre sur le domaine public. Hein. Voilà, donc ce qu'on a, c'est la réversibilité du réseau, du cheminement des maisons jusqu'au domaine public. Et est-ce que juridiquement, ce terrain devient un terrain construit, et donc dans le ZAN, il est considéré comme construit et donc figé, ou est-ce qu'il est... Non, la réversibilité, elle est très très juridique et très contractuelle. C'est-à-dire que l'engagement, aujourd'hui, entre Podelia, la mairie et nous, c'est pas un sujet de dire peut-être qu'éventuellement on déplacera. On déplacera, c'est sûr. Sauf cas contraire, mais aujourd'hui, tout le projet, toute la conception a été menée là-dessus. Et le vrai sujet de la réversibilité, là on parle de réversibilité, il y a un élément qui est très important sur les sujets réversibles, c'est la temporalité. Aujourd'hui, sur 7 ans, ce qu'on fait, ça a du sens. De faire un logement décarboné, performant, voilà. Nous, on est sollicité sur des trucs d'1 an ou 2 ans. 2 ans, nous, on n'a pas de sens. Notre sujet, il n'est pas là. Donc, il y a d'autres systèmes qui sont vachement plus adaptés à ça. Donc, il n'y a pas une techno qui marche pour tout. Nous, ça marche. Voilà. Parce que... Alors, on a plein de questions, c'est très bien. Uwe, alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, Uwe Brankamp, je suis consultant dans tout ce qui est HVAC, ça veut dire génie climatique. Et longtemps, j'ai travaillé chez Atlantic, Sony Duval, Vaillant et autres, ça veut dire un peu de bagage côté système plutôt CVC. Question, qui est propriétaire justement de ces logements-là et qui va s'occuper de la maintenance? Ça veut dire, quand vous demandez après comment dirais-je, aux locataires de payer, est-ce que c'est une location qui va intégrer tous les coûts, ça veut dire la maintenance, l'eau et l'énergie, parce qu'on parle du précaire, ça veut dire est-ce que vous avez étudié un contrat de performance énergétique à l'intérieur, ça veut dire qui s'occupe d'après justement de veiller à ce que les logements restent en bon état, aussi avec tous les systèmes qui sont à l'intérieur. Alors, il y a un premier pour répondre sur un premier aspect de votre question. Sur la question des contrats, on est sur du coup des compteurs individuels qui sont liés au logement. Donc du coup, les contrats sont pris par les locataires et payés par les locataires. On n'est pas sur un loyer forfaitaire. Et vous restez propriétaire? Alors on reste propriétaire des modules, ouais, tout à fait. Ensuite sur l'aspect marché global de performance, du coup, et maintenance des logements, il y a effectivement une maintenance qui est prévue dans le contrat qu'on a avec l'Eco 2, hein, une maintenance des modules, également dans le cadre de leur déplacement. Et ensuite, sur la maintenance intérieure, bah là on est sur du coup par contre des interventions au coup par coup en fonction des besoins. Voilà. On avait 2 questions, je crois, madame, là-bas. Oui. Est-ce que tu veux faire paysagiste ou paysagiste de ce secteur, donc du bocage. Je voulais savoir, donc le terrain appartient à la COMRA? Le terrain appartient à la mairie. À
Voilà, il est dans le territoire de la commune. Donc il est bien, le foncier, c'est bien la mairie. Est-ce que Oui. vous savez si les élus ont commencé à anticiper le devenir au bout de 7 ans? C'est-à-dire que, est-ce que le zonage est bien constructible et est-ce qu'ils ont un projet de permis d'aménager dans son ensemble pour avoir une réflexion sur quelque chose de logements sociaux qui ne seraient pas temporaires? Oui, alors justement, c'est une question intéressante. Donc, comme je vous disais, la parcelle, elle est constructible, mais effectivement, la collectivité, elle n'avait pas encore maturé totalement le besoin. Ça nécessite quand même de prendre un petit peu de temps. C'est pour ça que c'est un intérêt d'avoir cette durée de 7 ans, parce que c'est une durée qui permet, derrière, avec les différents acteurs, de voir un petit peu quel est le besoin et puis de trouver de construire quelque chose qui y correspond. Donc, je sais que la collectivité, elle a dans l'idée, mais encore un peu lointaine, des aménagements potentiellement sur ce terrain-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Et peut-être qu'à l'issue des 7 ans, c'est ce que j'expliquais, peut-être qu'à l'issue des 7 ans, on déplacera tous les modules et la mairie aura un projet autre sur ce terrain-là, qu'elle aura pris le temps justement pendant cette durée-là de maturer et d'amener à conclusion. Voilà. En complément, on a vu dans votre projet que vous avez prévu de planter des arbustes. Les arbustes, eux, ils sont là pour longtemps. Voilà. Vous n'avez pas l'intention de les couper? Non, c'est pour ça qu'en fait, ils ont été plantés en périphérie, justement. C'était et l'intérêt justement pour les riverains d'avoir un cadre agréable avec des terrains plantés, et puis justement de laisser ouverte du coup la parcelle en son milieu. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, parce qu'en paysage, justement, vous m'avez sifflé la question, c'est qu'au niveau paysage, pourquoi vous avez décidé de plantouiller les arbustes plutôt que de faire une haie linéaire, plutôt champêtre, avec des essences, j'espère, adaptées au bocage? Est-ce que vous avez tenu compte dans les paysagers des préconisations du CAE, puisqu'on a des plaquettes pour ça, pour le choix des végétaux adaptés au bocage? Et c'est vrai que la notion de linéarité est plus intéressante par l'unité paysagère du bocage sous forme linéaire de haie. Alors, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a déjà des délimitations avec des cheminements piétons au sud du foncier. Mais je parlais du fond des parcelles. Oui, j'ai compris. Alors ça, effectivement, nous, ça a été un sujet qu'on a échangé avec la Comcom et puis la mairie sur leurs préconisations. Nous, on a répondu à un appel d'offres sur le carnet de préconisations qui a été fait. Qui a monté le volet paysager? Qui a monté le volet paysager? C'est une très bonne question, je n'en sais absolument rien. Et est-ce que c'est plutôt de l'ornement, ou est-ce que réellement on cherche à travailler une biodiversité, un écosystème à recréer? Alors, pour prendre les sujets et les critères dans l'ordre, on avait un sujet de réversibilité. Donc, la voie centrale, il y a un autre foncier qui est juste derrière. Donc le sujet, c'était de ne pas venir dégrader la traversée du foncier A pour aller vers le foncier B potentiellement derrière. En gros, si demain il y a un aménagement de ces fonciers-là et du foncier qui est derrière, le sujet, c'est qu'il y aura probablement un sujet de voirie. La question, s'il y a un réemploi, si on peut éviter de recycler la voirie et qu'on peut la réemployer, on a fait ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on avait des sujets d'implantation de maisons par rapport à la topographie du foncier, pour éviter de bouger des terres, heureusement. Donc quand on met tous ces critères-là bout à bout, effectivement, il reste le sujet de comment on vient créer des zones paysagères extérieures. Et là, clairement, on a fait le choix d'échanger avec la mairie et puis la Comcom sur les... Alors, je crois que vous, monsieur, vous alliez demander après vous. Bonjour. Déjà, bravo pour votre projet. Merci. Ça, c'est gentil. Oui. Vous pouvez tous commencer votre intervention par ça. Ça nous fait hyper plaisir. Ça fait plaisir de voir que les idées se concrétisent. Christopher Landin, je travaille pour une société qui est proche d'ici, Baudard. D'accord. Une construction aussi modulaire qui est différente. Ma question va être assez... Vous aviez répondu au marché? Non, on n'a pas répondu au marché, et justement, je dis encore plus bravo. Ma question, elle est assez, pas technique, parce que la technique, ça va, on est dans le même domaine, on connaît, c'est comment vous avez abordé la conformité du bâtiment, parce qu'en fait, ça va être un nouveau bâtiment quand on va le déplacer, aux yeux de la réglementation. C'est horrible, hein, c'est un nouveau bâtiment, alors qu'il est déjà fabriqué. Comment vous avez abordé la conformité de ce bâtiment à la réglementation dans 7 ans? Alors, la réponse quand je vois les niveaux. Ou est-ce que vous avez un délai, déjà réfléchi à un délai de péremption, on va dire, du bâtiment, qui sera déplacé jusqu'à telle date? Alors, est-ce qu'on est sur les 50 ans quasiment réglementaires ou... Oui, alors ça, oui, clairement, le sujet amortissement, il se fait sur un délai réglementaire.
Alors vous allez voir que 7 ans, c'est pas mal parce que ça me correspond aux gros entretiens. Oui, voilà. Voilà. Donc clairement, le sujet, je parlais d'aspect assurantiel tout à l'heure. En gros, j'ai une décennale pour cette première partie. D'accord? Donc je reprends une décennale pour la deuxième vie. D'accord? Donc la question est comment j'obtiens une décennale sur un truc que j'ai déplacé et déjà construit. Wow. Voilà. Donc effectivement, ça c'est un vrai sujet. On pourra en reparler. On n'en reparlera pas. Mais alors nous, le choix qu'on a fait, non, je vais être très clair. Je vais vous expliquer comment on a fait. En gros, aujourd'hui, il faudrait réinventer le contrôle technique automobile pour les maisons. C'est de ça qu'on parle. Excellent. Bien sûr. C'est en cours. C'est en cours. Bah, nous, on est en cours d'agrément par le CSTB sur nos systèmes, etc. Mais concrètement, ça, c'est un sujet qui est vachement intéressant. Nous, aujourd'hui, on ne pouvait pas mettre en risque le client. Aujourd'hui, nous, on reprend une deuxième décennale. Effectivement, quand on a le gros entretien, on va changer des organes critiques. On va pas changer la structure. On va pas changer la structure. Et nous, c'est le fruit d'un boulot qu'on fait depuis 3 ans. Clairement, qu'on ne peut pas faire tout seul. On a un partenariat avec Socotec, d'accord, avec qui valide nos systèmes. Et toutes ces réflexions-là, on ne vient pas se poser la question au moment où on va le faire. Donc, mais c'est un vrai sujet de statut. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de statut. Je ne suis pas un RML. D'accord, je suis pas un HLL. Alors, je fais un petit teasing. Rassurez-vous, on a un projet de RML qui verra le jour à la boule. Là. Ce sera l'objet d'une prochaine présentation. On reviendra ouais, avec le sérieux de Loire-Atlantique. Exactement, avec les mêmes objets. Avec les mêmes objets. Excellent. Mais donc c'est un vrai sujet. C'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure sur les points durs. Aujourd'hui, le marché, en tout cas l'environnement juridique, assurantiel, etc., il n'est pas du tout prêt à ça. Il est prêt à ça quand je fais un truc qui n'est pas un logement. Voilà. Quand je me déconnecte, je fais du HLL, j'ai un objet qui est assez peu contraint techniquement. Je fais en mieux, je fais en filiale. Alors là, je n'ai plus de contraintes, j'ai juste besoin d'avoir un moteur. Non, mais je rigole pas. Hein. Le sujet, c'est comment on fait un pas de côté. C'est qu'en gros, l'aspect réglementaire, c'est un vrai frein à l'innovation. On a fait une présentation avec Podelia, avec les préfets, etc. L'innovation, elle était au centre du truc. Je dis, moi, je veux bien qu'on porte tous les sujets d'innovation que vous voulez. Le sujet, c'est que moi, je suis obligé de les construire. Donc à un moment, j'ai un environnement réglementaire auquel je peux pas me dédouaner. Une question là dans la salle, et après je te... Bonjour à tous, Alda Chazoul pour des résultats. Moi, je m'interroge sur quel est le conventionnement HLM de ces logements. Quels sont les baux des locataires? Est-ce qu'il y a des dérogations de la part du préfet sur ce projet? Et du coup, est-ce que c'est reproductible en fait, ou est-ce que c'est un coût une fois? Comment on peut faire pour reproduire? Après, moi, sur l'innovation administrative, je suis assez interrogative de me dire est-ce que c'est vraiment une innovation administrative dans le sens où on a des réseaux fixes, on a un terrain qui est constructible. Voilà. Après, l'innovation sur le bâtiment, et je comprends l'idée, mais j'ai besoin d'être convaincue sur votre partie. Alors, donc, pour répondre aux deux parties de votre question, sur la première, du coup, on a effectivement la question du bail. Donc, en gros, on a deux solutions. Soit on fait du tout meublé, et on est sur des baux de 1 an renouvelables. Donc là, c'est pas la solution qu'on a choisie, même si on va avoir quelques logements meublés. Mais là, sur l'opération, effectivement, le système qui a été mis en place, c'est un système avec une association en fait, qui sert d'intermédiaire entre nous et les locataires, donc Escale Ouest en l'occurrence qui a porté le projet, et qui du coup derrière est le gestionnaire en fait des locataires qui sont mis en place. Alors non, justement, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on est sur un conventionnement classique PLUS, PLAI sur ces logements. Donc voilà, conventionnement. Des baux à long terme. Exact. Alors des baux à long terme, mais dans le cadre du coup de la convention avec Escale Ouest, on est sur des baux d'1 an également. Voilà. Et vous avez l'intention de renouveler ce type d'opération, de retravailler avec le co pour en faire ailleurs Oui, alors juste je termine la question, parce qu'il y avait une deuxième partie sur les réseaux qui est intéressante. S'il y a une dérogation du préfet du coup, parce que c'est pas classique. Alors là, on a une convention qui est en cours. Moi je suis plutôt de la construction, donc sur les aspects... Là, je suis désolé, sur cette question-là, je n'ai pas la réponse. Sur le détail, effectivement, de ce qui a été mis en place avec la préfecture. Parce qu'il faut qu'on sache si on peut refaire, en fait. Alors oui, pour moi, c'est tout à fait reproductible. D'ailleurs, du coup, je rebondis sur la question. Vous pouvez on fera une réponse. Oui, on fera une réponse. Alors, c'est reproductible, et d'ailleurs, on a déjà des projets à Biflex, notamment avec La Roche-sur-Yon, qui sont en élaboration.
Voilà. Alors après, est-ce que ça sera exactement sur le même système avec une association intermédiaire ou est-ce qu'on partira directement sur du logement meublé? Ça, aujourd'hui, on n'a pas encore décidé ça. Mais effectivement, la Roche-sur-Yon nous a interrogé sur des projets qui pourraient du coup correspondre. Pardon. Et les réseaux. Du coup, j'y arrive. Les réseaux. Donc on a. Alors, en fait, il y avait deux systèmes. Il y a un système qui était proposé par l'Eco 2, qui était très intéressant, de réseaux totalement déplaçables, sous une voirie déplaçable également en bois, en fait. Alors, avec des contraintes, parce qu'effectivement, on a des contraintes gravitaires qui sont à prendre en compte, etc. Mais l'idée, très simplifiée, c'est que vous avez une tranchée ouverte, vous avez vos réseaux qui sont au fond de la tranchée, et puis vous avez, du coup, votre voirie qui est en lame bois, du coup, par-dessus. Et là, très facilement déplaçable. L'inconvénient, c'est que du coup, c'est pas carrossable. Et là, dans le projet que souhaitait la mairie, il y avait notamment, de par l'emplacement de la parcelle et de par l'absence en fait de parc de stationnement proche aujourd'hui, de poche de stationnement proche de la parcelle, il était souhaité du coup une voirie carrossable. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on n'avait pas d'autre choix qu'une voirie classique. Voilà. Alors, dernier petit point, peut-être une observation sur le permis de faire que tu voulais faire. En fait, pour faire des innovations, il y a quand même, voilà, l'État a inventé le permis de faire, où on a un objectif en fait à atteindre, mais les moyens sont libres. Est-ce que vous avez songé à je vois bien le principe. Je vois bien le principe, je vois bien le chemin, mais je vais être très clair. C'est trop complexe d'avoir des ATEX et tout ça. Alors des ATEX, alors nous on a zéro ATEX. Nous on est conforme DTU bois, enfin voilà, toute notre techno. Aujourd'hui on a le droit de construire du chemin +10, des modules, on va empiler sur 10 étages. Or, en étant conforme au DTU bois, enfin voilà, 31.2, on est hors cadre. Et les quelques innovations qu'on a, enfin les innovations qu'on peut porter, en nous, les vrais moteurs d'innovation, c'est les industriels. Pour être très clair. On bosse avec Saint-Gobain, avec Védy, avec Gerford. Il y a un certain nombre d'industriels qui portent d'innovation. Nous, le sujet, c'est qu'on passe avec ce Cotec, j'ai invité le bureau de contrôle, on fait un ETN, tech de techniques nouvelles. Et puis après, une fois que j'ai un bureau de contrôle qui m'a validé le système, je vais être très clair, la DO, voilà, ça décontracte. Mais c'est le chemin aujourd'hui le plus facile ou le plus simple aujourd'hui. Il y a des sujets d'innovation. Je vais être très clair. Moi, je viens pas du bâtiment. Très clair. Moi, j'y suis depuis 15 ans. Avant, j'étais chez Toyota. J'ai fait de l'industrie pure dans l'automobile. Après, j'étais patron d'usine pour le groupe BIC. Donc, je viens d'un autre monde. Et il n'y a aucune cellule de R&D dans le bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est 0,1% des chiffres d'affaires qui est investi en R&D. La plupart des autres économies, c'est 2,5%. Donc, il s'y passera rien. Et aujourd'hui, il ne faut pas compter sur les PME pour se dire on va prendre sur nos fonds propres pour les porter avec nos petits bras de l'innovation et se battre. C'est pas vrai. C'est comme ça, mais il faut faire des trucs concrets. Alors, on va rentrer dans les logements maintenant. Il y a une question de la part de Lola Duménil. Oui, donc vous l'avez dit, vous êtes équivalent E3, C2, oui. Équivalent RE2020. Est-ce que vous avez fait le calcul en équivalent RE2020, quel seuil vous atteindriez? Là, c'est 2025. Alors, vous savez que... C'est 2025, oui. Et dans le confort d'été, du coup, c'est quoi l'isolant? Parce que vous ne l'avez pas vu. Je voulais poser une question là-dessus. En règle générale, sur les matériaux qui ont été utilisés, du coup, le niveau C2, comment est-ce qu'il a été atteint? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bois, comme c'était dit avant. Est-ce qu'il y a eu une réflexion aussi sur les autres matériaux que le bois, donc sur l'isolant, sur le bardage, en règle générale? Absolument pas. Alors, non, mais je vais être très honnête. Aujourd'hui, uniquement avec la structure bois, on est à 60 kg, 60-70 kg de matériaux biosourcés au mètre carré, uniquement avec la structure. Là, il se trouve qu'on a rajouté du bois en bardage, on retrouve à 80 kg de matériaux biosourcés au mètre carré. Honnêtement, je pourrais mettre des barils d'essence dans le module que je serais encore E3C2. Non mais, j'exagère, mais à un moment, ça c'est ce qui nous permet aujourd'hui, clairement, de... faut pas oublier l'équilibre économique aujourd'hui. Aujourd'hui, si je peux mettre de la laine de bois, je peux mettre de la cellulose, je peux mettre, on a des projets E4C2 à La Rochelle où on est en E4, on va passer en paille, mais à un moment il faut que ça rencontre la capacité de financer de mes clients. Donc l'isolant c'est quoi? Aujourd'hui c'est de la laine de verre. L'orientation nord-sud, qui est une orientation très maligne par rapport au bioclimatique, est-ce qu'elle a été guidée par le projet? Ou est-ce qu'elle a été guidée justement par cet objectif bioclimatique du confort d'été Elle a été guidée par le bon sens. Voilà, clairement,
clairement, le sujet, c'était de pas aller, de capter l'énergie qui était disponible sur la bonne orientation. Mais effectivement, et ça, c'est vraiment un sujet. Je ne crois pas clairement à ce que la typologie de maison qu'on va faire là, elle va être adaptée à un projet B, un projet C, un projet D. Par exemple, ces logements-là sont pas les mêmes. La bande nord n'est pas la même que la bande sud, parce que l'accès au logement ne se fait pas du même côté. On parlait de parking tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il est possible de rejoindre le bourg à vélo, à pied? Est-ce que oui. des venelles sont prévues? Comment est-ce que alors, ça, venelle, est-ce que ce travail de facilitation de la mobilité active a été prévu, anticipé? On va dire que le terrain était très favorable, puisqu'on est à 200 mètres ou 300 mètres du centre-ville. Et c'est un vrai sujet structurant sur du temporaire, parce que pour pas que la mairie réinvestisse dans des systèmes de liaison douce temporaires. Lola? Par rapport aux mobilités aussi, vous disiez tout à l'heure que tout était en plein pied. Du coup, est-ce que tous les logements sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite? 100%. Une question de Uwe. Oui, question, si on re-rentre un peu à l'intérieur justement des bâtiments, vous avez dit il y a une pompe à chaleur installée qui fait chauffage et l'eau chaude sanitaire. Quel était le choix pour les émetteurs? Et quel est le retour en fait de la réalité? Parce qu'en fait c'est très bien la réglementation, mais il y a une différence assez importante entre la performance réelle, confort d'été, mais aussi confort d'hiver. Quel est le retour? Combien d'années ce type de logement fonctionne déjà? Est-ce que vous avez un hiver? Est-ce que vous avez 2 hivers? Un été, 2 étés? Ça fonctionne comment? Alors, 2 hivers, 2 étés. D'accord. Voilà. Et le retour, ça veut dire sur le confort perçu à l'intérieur, c'est quoi? Alors, j'y vais pas tous les jours, hein, pour être très clair, mais j'ai fait quelques visites. Aujourd'hui, j'ai plutôt des locataires qui sont satisfaits du fonctionnement du logement. Et là, j'insiste, hein, je parlais d'innovation tout à l'heure. Alors, sur la partie fluide, on va aller mettre des pompes à chaleur RO ou RR. J'ai un peu le sentiment qu'on utilise des trucs qui sont un peu... on a des choses à réinventer, je pense, parce que ce sujet-là, Mais justement, quel est l'émetteur et quelle est la taille du ballon pour un logement de 60 mètres carrés? Vous avez aujourd'hui une surdimensionnement énorme sur les packs qui existent sur le marché. Oui, on est d'accord, oui. Le système de ventilation que vous avez prévu, comme c'est VMC, gros B. Une question du coup qui vient de William, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais c'est une question qu'il aime bien poser. Les bois, du coup, comme c'est le point fort du projet, d'où ils viennent? Est-ce qu'il y a une étude sur leur provenance? Il y a une étude, il y a un fournisseur qui vient des Vosges. Donc c'est du bois des Vosges. Bois des Vosges, c'est ça. Nous, les deux principales sources, c'est Aquitaine, Vosges. Et ils sont transformés, ils ont été transformés? Ils sont transformés à 40 minutes de l'usine. Donc aujourd'hui, nous, on achète le bois. Donc on a la maîtrise du sourcing du bois. Et on travaille avec les associations pour... Enfin, on a tout intérêt à sourcer au plus près de l'usine, pour être très clair. Donc, puisqu'on paye moins de transport, parce que c'est du bon sens, mais... donc on achète le bois, on le fait transformer au plus près de l'usine. Et ensuite, nous l'usine, on ne fait que de l'assemblage. Donc clou, on visse, voilà, on ne fait pas de découpe du tout. On était sur les systèmes. Oui. Bah, si ça vient des Vosges. Bah, oui. Une question sur la thermique. Comment vous gérez l'inertie justement dans ces temps? Avec les R20 où ils sont assez drastiques là-dessus, sachant qu'on est entièrement en bois et on n'a aucun isolant, on va dire. Qu'est-ce qui fait masse? Comment gérer l'inertie? Qu'est-ce qui fait masse? Où est-ce que je mets de la masse? Et comme vous n'avez pas choisi d'isolant biosourcé qui peut restituer quelque chose, donc là, on est tous interrogatifs. Suspense. Je vais essayer de vous répondre. Par contre, sur la perspective, il y avait une toiture végétalisée là. Oui, c'est le cas. Alors ça, typiquement, c'est une innovation. C'est un bon cas d'usage. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on devait faire avec PowerFox. C'est qu'en gros, c'est une mousse. Voilà. Et donc ça, c'est une innovation, oui, quelque concret. Start-up, des com partout, je dis super, boum, je t'en prends 2000 m². Elle dit, je sais en faire 150 m² par mois. J'ai perdu. Bon. Dommage. Alors, bon, je réponds sur l'inertie. De toute façon, sur le bois, on n'a pas 50 solutions. Il faut mettre de la masse. Je peux en mettre sur le plancher, je peux en mettre dans les murs. Et aujourd'hui, il y a un matériau qu'on met partout, c'est du plâtre ou du pharmacène. Donc on surépaissit on surdimensionne nos éléments de plancher, par exemple. Alors, pas que pour la masse, hein, pas très clair. Pour la masse, et aussi parce que en logement bois, nous on a des sujets hors France, en Angleterre, où il y a un vrai sujet sur l'effet rebond des planchers bois. Donc le fait de mettre de la masse dans le plancher, ça permet effectivement de mettre de l'inertie, mais ça permet à tout le monde de rentrer dans le logement et de se dire ça rebondit pas et ça sonne pas creux.
Si on parle justement un peu de tout ce qui est inertiel, mais il y a aussi confort d'été, est-ce que vous avez pensé déjà aussi à l'échange hydrique? Ça veut dire qu'il est intéressant dans ce cas-là, si vous avez beaucoup de bois, mais de ne pas peindre le bois et de ne pas peindre aussi la partie plâtre. Ça veut dire pour que justement il y ait un stockage et déstockage possible, parce que les études, surtout en Allemagne au Fraunhofer, ont montré que c'est très intéressant justement d'avoir du bois qui est non traité, qui justement est capable de stocker et déstocker de l'eau. Alors, nous on a regardé, je vais être très clair, on a regardé des sujets sur la Terre, oui. Si on met de la masse, parce que c'est une manière de ramener de la masse, ça c'est des sujets qu'on regarde, oui. qu'on est en train de traiter. Sur le non-traitement du bois en intérieur, je vois bien le principe, sauf qu'à un moment, il faut que je pense que j'ai pas un bureau de contrôle ou un client qui va me dire que... Mais c'est vraiment le sujet où est-ce qu'on met le curseur. Mais je suis d'accord avec vous, hein, c'est du bon sens. Une question de Lola? Oui, pour revenir du coup sur les toitures végétalisées, est-ce que ça peut être une porte d'entrée pour essayer de mettre par exemple moins de canalisation des eaux pluviales dans la parcelle, ce qui facilite aussi la reconversion du site et moins de réseaux? Alors non, enfin, clairement ça ne met pas d'effet retard dans le chemin de l'eau entre la toiture et le réseau. J'ai pas de poche de stockage d'eau intermédiaire, mais donc non. Et puisqu'on est sur le toit, est-ce que vous avez prévu ou imaginé de mettre un jour des panneaux photovoltaïques et donc des installations ready PV qui permettraient un jour de les avoir, ces PV? Aujourd'hui, nous, le système, il est complètement adapté. On va pas les remettre des supports, percer la membrane, etc. Mais il y a des backlistés, il y a des choses qui permettent d'installer assez facilement des PV. Voilà. Les panneaux photovoltaïques, on l'a regardé pour l'hydrogène. Donc ça peut être dans 7 ans, par exemple, si on avait envie... Alors, dans la reconversion dans 7 ans, clairement, l'endroit où on posera les maisons sera dans des environnements de PLU différents. Donc c'est à peu près sûr qu'on va pas me demander du bardage bois, que la toiture, il faudra qu'elle soit en pente, il faut que j'ai un garage, etc. Donc nous, ce qu'on a prévu, c'est tout le coût de réaménagement de ces logements dans 7 ans. De demain, il faut que je remette une toiture de pente avec un débord de 10 cm, avec un garage et de l'enduit. Ok, un gros élément d'innovation, c'est le système de bardage. Aujourd'hui, le système de bardage, il est totalement démontable. En gros, je vais pas arracher les murs pour recommencer dans 7 ans. On a peu parlé des gens qui vivent. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement de votre part à la prise en main de ce logement? Est-ce qu'on leur a expliqué que ce logement était temporaire? Voilà. Quelle relation vous avez avec vos locataires? Alors déjà, il y a une chose que je dois dire, c'est que l'entrée des locataires n'est pas encore, pas encore faite. Donc là aujourd'hui, on est encore en finalisation, là ça va se faire avant la fin de l'année, de la convention qu'on a directement avec Escale Ouest. Et bien sûr, dans ce même temps-là, il y a un accompagnement du coup des locataires. Il faut dire qu'il y a eu une inauguration qui a été réalisée le fin novembre, je sais plus la date. Fin octobre, pardon, oui c'est vrai. Fin octobre, et sur lequel on a conservé en fait une équipe sur place qui était là justement pour guider les gens et pour les accompagner et répondre à leurs questions. Donc ça a été un premier volet déjà de présence sur le site. On a eu à peu près, alors on a des estimations parce qu'on n'est pas personne qui comptait, mais on avait eu entre 150 et 200 personnes qui sont passées sur la journée, donc de nombreuses personnes, des curieux, et puis des personnes également qui étaient intéressées, qui avaient vraiment un projet. Du coup ça nous a permis d'avoir ce premier conseil et ce premier accompagnement, et donc ensuite c'est via Escale Ouest effectivement que du coup on accompagne, on renseigne les gens, et après on a tous les acteurs qui nous ramènent effectivement des locataires potentiels qui sont là et qui nous posent des questions auxquelles on répond, donc effectivement la collectivité, le club des entreprises, la CCI, etc. Une dernière question dans la salle, alors deux dernières, Aïdan et après vous maintenant. Est-ce que vous avez mis en place un suivi des températures intérieures pour avoir une visibilité? Non. Sur les températures, et après je vais vous donner la parole, il y avait une question complémentaire. C'était par rapport en fait du coup au niveau de performance énergétique. Du coup vous parliez du fait d'avoir une pompe à chaleur, d'une isolation qui est réglementaire. Et est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui vous permettent d'atteindre des niveaux de performance élevés, par exemple un chauffage d'eau chaude sanitaire solaire, envisageable ou Non. Enfin, clairement, sur la performance, l'idée par bon sens, c'est d'avoir une enveloppe super performante et de mettre le moins de. Clairement, de dépenser le moins d'argent avec des équipements économes, parce que c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on se retrouve avec des trucs surdimensionnés, aujourd'hui, on galère à trouver
qui travaillent dans leur plage de travail visuel, quoi. Il y a juste pour rajouter, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'on va être sur des occupations, on l'espère, le moins long possible, c'est-à-dire qu'on ne vise pas des personnes qui vont rester pendant 7 ans dans le logement, on vise des personnes qui ont trouvé un travail, ont besoin d'un logement rapidement, et puis vont avoir un logement où habiter pendant qu'ils trouvent un autre logement pérenne. C'était marqué dans le journal, ils ont le droit de rester 18 mois, je crois. C'est ça, c'est renouvelable en fait, effectivement, le bail est renouvelable. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut aussi simplifier. Pardon ? Social, le bail n'est pas renouvelable, un bail. Alors, mais du coup, on n'est pas sur un bail logement social, on est sur un bail avec Escale Ouest. C'est ça qu'il faut voir en fait. C'est ça qui nous permet justement d'échapper au maintien à domicile et du coup d'avoir une fin sur le bail. Pour être très clair, vous contractez avec Escale Ouest qui contracte avec chacun des Exactement, locataires. exactement. Et je vous ferai un détail dans la réponse par rapport à ça. Parce qu'effectivement, je ne peux pas vous apporter tous les détails qui sont gérés plutôt par notre service gestion. Et donc, une dernière chose, voilà, il faut des choses qui soient simples. Parce qu'on va avoir des locataires qui vont se succéder. Et on n'est pas dans l'appropriation d'un locataire qui va arriver dans un logement et puis qui va pouvoir vraiment s'intéresser au système de chauffage et pouvoir prendre en main quelque chose de complexe. Là, il faut qu'on ait quelque chose qui soit facile. Voilà. Je ne crois pas l'avoir entendu, mais quel est le prix du loyer mensuel tout de suite? Alors, on est sur, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur des loyers PLUS, PLAI, donc on est sur un niveau de logement social équivalent à tous les logements sociaux qu'on fait sur le même secteur du territoire. Donc, on est sur, alors après il y a les majorations locatives, mais en gros on est sur environ 5 €, enfin c'est 5,38 là pour les PLUS cette année. On est sur un loyer qui est équivalent à 5,30 €, on va dire à peu près en moyenne du mètre carré. 350 €. Oui, c'est ça. Allez, dernière question, madame. Non, hors charge, puisque les frais de concessionnaire sont pris en direct par les occupants. Et du coup, est-ce que vous avez les aides à la pierre et comment ça se passe dans le traitement? Vous les rendez? C'est de l'aide au madrier, là, en particulier. Pardon? C'est pas de l'aide à la pierre, c'est de l'aide au madrier. Oui, c'est de l'aide au madrier. En fait, on est dans un projet où, effectivement, vu qu'il y a 2 phases, en fait, on n'aura pas de demande de subvention pour la deuxième phase, en fait. Donc, en fait, il y a bien des aides pour cette phase-là, mais qui sont comprises dans un projet, du coup, d'emprunt sur 7 ans plus 40 ans. Et juste, c'est rentable? Enfin, vous arrivez à équilibrer? Est-ce que c'est équilibré? Bon, allez, montrez-nous votre bilan. Comme vous savez, c'est rentable à partir du moment où vous mettez un certain nombre de fonds propres. Donc en fait, ça dépend de la valeur d'investissement que vous voulez mettre par logement. Donc on va dire, pour vous faire une réponse de Normand, c'est en fait, on va dire, c'est pas une opération qui est rentable, en tout cas équilibrée, qu'on arrive à équilibrer de la même façon qu'une opération traditionnelle, avec lesquelles d'ailleurs on a de plus en plus de mal, j'imagine qu'on est tous dans le même cas, hein, à avoir un équilibre, et en tout cas avec un taux d'investissement qu'on connaissait ces 2 dernières années. Donc aujourd'hui, il a fallu investir un petit peu plus, mais c'est un cas de figure qu'on rencontre sur tous les projets innovants. On peut avoir une fourchette du fonds propre par logement ou... Est-ce que vous voulez bien échanger à la pause? Je vous propose de les applaudir parce que vraiment ils se sont prêtés au jeu. Comme rarement, on vous a dit tout à l'heure que vous serez sur le grill, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Vous allez bien, c'est bon? Oui. Alors, on termine, et c'est la dernière d'un parcours de C positif. On termine en vous posant une question, et l'année prochaine, quand on fera des C positifs avec les SAIE, on va alléger cette partie-là. Mais on va vous demander maintenant si vous pensez que ce projet peut rentrer dans le panorama de la construction durable des Pays de la Loire qui est porté par Novabid. C'est-à-dire qu'il y a une petite carte et on mentionne les projets qui nous paraissent exemplaires. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ce que ce projet rentre dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire? Des gens qui trouvent que cette question n'a pas de sens, ils veulent s'abstenir ou ne votent pas, enfin refusent de voter. Et voilà, très bien. Et qui est-ce qui est favorable au fait que ça rentre dans le panorama de la construction durable? Parfait. Je pense que... alors, on va réapplaudir une dernière fois.